Bonjour à tous, c'est la rentrée pour tout le monde, pour les écoliers, pour troisième mi-temps également. Ça fait longtemps, Stéphane, que toi tu as fait ta rentrée. Bonjour, merci d'être le premier invité de la saison. Bonjour, c'est un plaisir. C'était le cas également la saison dernière. Alors on se retrouve là pour la première de troisième mi-temps cette saison, 48 heures après Lens. Alors toutes les victoires évidemment font plaisir, mais je me demande si celle-ci elle a pas quand même un petit goût en plus. Oui, un petit goût en plus, certainement, du fait qu'elle arrivait après, malgré tout, 3 défaites consécutives en championnat. Donc ça a toujours un petit goût particulier. Et puis c'est vrai qu'elle est gagnée à Lens dans un stade mythique et contre une équipe qui était encore invaincue. C'est aussi, je dirais une petite fierté supplémentaire. Alors, nos internautes là, ont posé quelques questions, j'en ai pris quelques-unes comme ça, et il y en a un qui me demande, c'est Franck en l'occurrence, si c'est pas une fierté justement supplémentaire quand l'élève bat le maître. Mais je me demande si tu te considères toi comme un élève de Garcia, je pense pas. Non, je ne me considère pas comme un élève. J'ai travaillé avec lui pendant 5 années. Je pense qu'on a fait du bon travail, lui chez les pros, moi chez les jeunes, et j'ai pris sa succession, mais voilà, il a plus d'expérience que moi évidemment. Il a aussi je dirais un parcours qui montre que c'est un bon coach. Mais je ne me considère pas plus comme son élève qu'autre chose. Maintenant, c'est vrai que ça fait plaisir de gagner, pas forcément contre lui, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'estime. Bon, c'est vrai que tu n'as jamais perdu contre lui. C'était 2 matchs nuls la saison dernière, puis là d'aller les cogner chez eux. Bon, on va revenir sur le match, mais voilà, il y a une fierté quand même. Ouais, non, mais il faut pas faire de fausse modestie. J'étais très satisfait, mais c'était pas, je l'avais dit l'année dernière, c'était pas un match Garcia-Moulin, c'était un match Lens-SCO, et je suis très heureux que le SCO l'ait emporté, et je pense que ça a fait très très plaisir à beaucoup d'Angevins, et ça aussi c'est une fierté pour nous de savoir qu'on a pu rendre des gens heureux. Alors après Laval, vous aviez brisé cette série de 3 défaites, même si c'était un match de coupe, voilà, vous brisiez cette série. Il fallait quand même ne pas perdre, hein, parce qu'on aurait quand même parlé en cas de défaite de 4e défaite consécutive. Vous aviez ça derrière la tête? Non, parce que j'ai certainement ce défaut d'être toujours positif et optimiste. Donc voilà, parce que je prépare jamais un match pour le perdre. On sait que ça peut arriver, mais dans la manière de le préparer, on prépare toujours pour gagner le match. Donc je sais que ça peut arriver, ça aurait pu nous arriver, mais on a tout fait et on a su tous ensemble se souder pour pour inverser cette tendance. Mais je crois que c'est un travail et un discours de fond qui font justement que on n'y pense pas à cette défaite. Et le travail le plus difficile à ce moment-là, c'est justement d'arriver à faire comprendre aux joueurs et surtout à les imprégner que voilà, il faut occulter, effacer de leur esprit ces 3 défaites consécutives, parce que sinon on a le phénomène inverse, c'est-à-dire de la crispation, du doute, de l'inquiétude, de la perte de confiance, et c'est rarement dans ces situations qu'on fait les meilleures performances. Que vous avez connu la saison dernière, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que le match et la deuxième mi-temps et la qualification à Laval, elle a fait beaucoup de bien quand même, avant d'aller à Lens. C'est venu au bon moment, c'est pour ça qu'on disait à ce moment-là, et c'est un petit peu ce qui me gêne chez beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que c'est toujours le pessimisme qui prend le pas sur le reste, et moi je vois pas les choses comme ça. Donc je suis un éternel optimiste Non, c'est pas, je pense pas que ce soit non plus, je suis pas un rêveur, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi tirer du positif dans chacune des situations, y compris dans les mauvaises situations, parce que après ces 3 matchs, je l'ai dit, même si au soir d'Istres on était évidemment déçus, qu'il y avait quand même des belles choses dans ce match-là, et qu'il fallait insister, et il faut insister quand ça va pas, plutôt que de commencer à chercher je ne veux pas dire des excuses, mais des choses qui ne font que nous enfoncer. Donc moi ce qui m'intéresse dans la défaite, c'est comment elle est arrivée et qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elle ne se reproduise pas. Mais je ne suis pas dans l'idée de me dire ouais, mais si on perd un 4e puis un 5e, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, comment. Non, on fait tout pour que ça n'arrive pas. Je pense, oui. Je pense, et c'est ce que j'aimerais, c'est que alors là ça dépasse le cadre du football, hein, c'est qu'on pense toujours et si ça se passe mal. Et moi je pense toujours et si ça se passe bien. C'est-à-dire qu'avant d'aller à Lens, tout le monde nous disait et si on perd, on a 6 points, on est 15e. Et moi j'ai dit mais si on gagne, on est 7e. Donc voilà, alors il y a peut-être un juste milieu, mais je pense que quand on a un discours, un comportement et une volonté qui tire vers le positif,
je pense qu'on arrive à transmettre des choses et en tout cas à faire que les joueurs, et c'est le but, ne jouent pas ni crispés ni inhibés, ce qu'on a montré à Lens. Alors, restons positifs. Si on fait le bilan, là, c'est la trêve internationale. Il y a 6 matchs de championnat. Vous êtes qualifié pour les 16e de finale de Coupe de la Ligue. Le bilan, il est bon. Il correspond à ce que tu avais imaginé avant le début de la saison. Tu considères que 9 points, voilà, ils sont mérités par rapport aux performances? Honnêtement et en restant humble, je pense qu'on aurait pu avoir un bilan encore plus positif. Je pense qu'on méritait avoir un point de plus. Maintenant, je sais que ça va tellement vite dans le foot. On parle de ce bilan à l'issue du match de Lens. Si on l'avait perdu, le bilan aurait été négatif. Donc un match fait basculer le bilan du bon côté. Donc il faut rester mesuré comme on l'est dans les mauvais moments. C'est vrai qu'on sort là de 2 victoires d'affilée qui nous font grand bien, c'est évident. Mais il faut aussi savoir, je ne vais pas dire relativiser parce que c'est important, mais il faut savoir aussi rester mesuré dans la victoire et continuer de travailler. Continuer de travailler, se remettre en question même quand les résultats sont bons pour pouvoir, je dirais, poursuivre sur cette lancée et améliorer les choses qui n'ont pas été, parce que malgré les victoires, je pense que dans certains domaines, on aurait pu faire mieux et on se doit de faire mieux. Donc l'idée, c'est pas de s'arrêter à ce qui a bien été, c'est de travailler pour faire encore mieux. Alors ce qui n'a pas été, notamment lors de cette série de 3 défaites, c'est que tu as dû composer avec beaucoup de blessés. C'est la cause principale de ce, on va dire, petit passage à vide? J'aime pas trouver des excuses, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus se cacher derrière malgré la réalité. Ouais. Même sinistre avec tous les blessés, vous devez le gagner. Oui, mais bon, on a manqué dans certains secteurs. Alors c'est vrai qu'on a gagné à Lens et à Laval avec des absents, mais les absents étaient répartis dans différents secteurs. Alors que le match de Arles, par exemple, on perd Fodé, on n'a pas Richard Socrier, on n'a pas Yori Cravé, on n'a pas Diego Gomez. Tous ces joueurs-là dans le même secteur. Le match d'après contre Istres chez nous, on n'a pas les mêmes. On n'a pas Doré qui se blesse la veille du match. Bon, ça fait à un moment donné beaucoup de joueurs dans le même secteur en même temps. Donc je pense que c'est ce qui nous a manqué. Si tu es au complet tout le temps ou à 1 ou 2 joueurs près depuis le début de la saison, ton bilan est encore meilleur? Je pense. Ouais, en toute simplicité, je pense, parce qu'on aurait eu des armes supplémentaires et on sait très bien que pour nous être performants compte tenu des petits moyens qu'on a, il faut qu'on ait un maximum de nos forces présentes sur le terrain et pas à l'infirmerie. Donc c'est ce qui s'est passé et malheureusement il y a des explications à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait qu'on a autant de blessés. Justement, voilà, tu me tends une perche, je vais la saisir tout de suite. C'est vrai que ça fait partie des questions, quelques internautes et puis qui se demandent, mais le SCO cette année, l'année dernière déjà, a beaucoup de blessés, trop de blessés, problèmes récurrents. Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est simple, et l'explication est très simple et je pense que les gens qui se posent les questions vont comprendre. Ah, vas-y. Non, mais on est obligé, nous, avec les moyens dont on dispose, de recruter des joueurs qui n'ont pas flambé l'année d'avant. Donc ça veut dire quoi? C'est soit des joueurs qui ont peu joué, qui n'ont pas joué, qui ont été blessés, qui ont eu une situation psychologique dans leur club difficile. Je pense à l'Arbi El Jadaoui par exemple, mais en tout cas qui n'avaient pas le rythme des matchs et l'intensité des matchs à répétition. Donc nous on est obligé, pour avoir des joueurs de qualité, de se pencher sur ces cas-là. Les joueurs qui ont brillé la saison d'avant ne sont pas pour nous. On n'a pas les moyens de les acquérir, mais on n'est pas plus bête que les autres, on les a vus. Mais il faut faire avec les moyens dont on dispose. Et à un moment, quand ces joueurs-là qui ont peu joué, qui n'avaient plus l'habitude de répéter les efforts en compétition, se retrouvent confrontés à cette situation nouvelle pour eux, inévitablement, on en casse, entre guillemets, parce qu'on le savait, malheureusement. Alors, et j'ai pourtant expliqué qu'au cours des matchs de préparation, j'ai fait tourner malgré tout ces joueurs-là, Yori Cravel, Arbi El Jadaoui, Richard Socrier, ils n'ont fait aucun match entier dans les matchs de préparation. Mais il n'empêche que c'est des joueurs qui étaient fragilisés avant de venir. Tout à fait. Donc on sait très bien. On a un autre exemple en passé, c'est l'exemple de Richard Soumar, qui est arrivé à la trêve exsangue sur le plan athlétique, exsangue sur le plan mental. Et il nous a fallu 2 mois et demi à 3 mois pour le remettre et qu'il finisse sa saison en boulet de canon, parce que bien physiquement, retrouver de la confiance. Mais on sait très bien que pour nous, ça a un coût, et le coût, c'est le temps. Donc malheureusement, comme on a pris des joueurs dans ce secteur-là, tous les joueurs qu'on a pris ont été victimes de problèmes ou musculaires ou articulaires. Non, je veux pas dire qu'on s'y attendait, parce qu'on ne s'attend jamais à ça.
mais on savait que ça pouvait arriver. Et malheureusement, ça nous est arrivé. Donc il n'y a pas de problème de préparation physique à Non. Angesco, il n'y a pas de choses à Non. revoir dans la préparation Alors, estivale. Non, mais après, on est aussi, je vais pas dire intelligent, mais on est aussi capable de se remettre en question, on se pose des questions, on cherche à savoir pourquoi. Ouais. Mais le bilan, il a été celui-ci quand même, Mm. parce que ça a touché essentiellement des joueurs qui sont arrivés en début de saison, et notamment des joueurs qui n'étaient pas à la préparation justement à Ploumanac. Parce que Richard Socrier est arrivé tardivement, Ouais. Larbi El Jadaoui n'était pas en stage non plus. Il faut voir un garçon comme Ryan Frikesh, pourquoi il est blessé. Il a fait une très belle préparation avec nous, il est parti au JO Ça casse sans jouer complètement. Et la une dynamique minute, et le physique du joueur. Ouais. 3 Ouais. semaines sans s'entraîner, puisqu'il faisait que des taureaux, on le récupère. Ça s'explique. Pour nous, ça s'explique. Maintenant, évidemment qu'on souhaiterait que ça se passe autrement, mais aujourd'hui, la réalité, elle est pas ailleurs. Ouais, et puis pour apporter de l'eau à ton moulin, sans jeu de mots, Yorick Ravet se blesse parce qu'il prend un tampon à Clermont. Et Diego Gomez lui, torse dans de un genou. choc aussi. Donc Ouais. voilà, ce sont des faits de jeu. Voilà. Hein. Donc voilà. Le problème où la discussion est close. Bon, il y a plein de satisfactions quand même depuis ce début de saison, notamment ta défense, où là tu as beaucoup de solutions. Il y a moins de blessés aussi peut-être. Aujourd'hui, tu es capable d'aligner sur 3 matchs, 3 charnières différentes. C'est un luxe. Je sais pas si c'est un luxe, mais en tout cas, c'est bien agréable. Alors effectivement, ça, comme l'a dit Jérémy Hénin, ça pose des soucis de choix, évidemment. Mais je préfère avoir ces choix-là à faire, en les expliquant, en faisant en sorte que malgré tout, chacun y trouve son compte, même si le joueur n'y trouve son compte que lorsqu'il joue, il faut le savoir. Après, c'est à moi de gérer avec mon staff. Mais en tout cas, je préfère avoir ce problème-là à gérer que l'inverse, c'est-à-dire être à la recherche de solutions. Quand je sais qu'il n'y en a pas, là, je sais que quoi qu'il arrive, je peux même me permettre, selon les adversaires et selon leur qualité, de changer de défenseurs centraux. Voilà, donc je considère que c'est un plus. Tu as une association privilégiée dans ta tête? Non, pas du tout. Pas du tout. On en a vu pas mal parce qu'on a vu à peu près toutes les combinaisons. Ouais. Et je dirais que la plupart du temps, ils ont donné satisfaction. C'est un peu plus difficile forcément de composer devant en raison de ses absences. Mais quand même, là aussi, il y a des satisfactions. Jean-Pierre Nsamé, voilà, qu'on n'attendait pas là, encore auteur d'une passe décisive, il est rentré dans le bain de la Ligue 2 avec une aisance incroyable. C'est dû à quoi? Au fait que déjà tu le connaisses, comme tu avais mis dans le bain les Frikesh, les Rousseau, les Manceau. Ouais, puis je crois que vraiment, et je crois que c'est important de démystifier un petit peu ce niveau de Ligue 2. Ouais. C'est un bon niveau, mais c'est un niveau qui n'est pas non plus exceptionnel. Ça veut dire que ça passe en Ligue 2 ou ça passerait pas forcément Peut-être. Donc j'ai toujours eu cette volonté de donner leur chance à des jeunes qui montrent de la qualité et qui donnent satisfaction aux entraînements, dans les matchs de préparation, et qu'à un moment donné, il faut franchir le pas. Alors voilà, ça se passe bien, tant mieux. Maintenant, c'est pas une volonté, évidemment, c'est une volonté mesurée. Ça veut dire que si je le fais, c'est que j'estime que le joueur qui, en l'occurrence Jean-Pierre, peut nous apporter à un moment donné. Tu n'avais pas trop le choix non plus, il te fallait des attaquants. Oui, mais on peut toujours trouver des solutions. Voilà, j'ai vu par le passé récent et plus long, on peut déplacer des joueurs de poste. Ouais. Mais c'est une règle que je me suis interdit d'utiliser parce que je considère que un joueur qui est titulaire d'un poste sera même un peu moins performant individuellement, sera plus performant qu'un joueur qu'on va déplacer et changer de poste. Alors cette règle, elle peut être modifiée exceptionnellement. Mais je pense que sur la durée, il est quand même important d'avoir des joueurs qui évoluent un poste, surtout le poste d'attaquant, plutôt que de transformer des joueurs pour les occasions. Tiens, je reviens rapidement au match de Lens. Quand Doré se blesse, tu fais rentrer Rousseau plutôt qu'Nsamé. Non, c'est pas ça. Non, je sors Claudio pour Maxime Rousseau, on passe à 3 au milieu. Voilà, ouais. Okay. Parce que je voyais qu'ils étaient en train de chercher le jeu long dans le jeu aérien notamment, donc j'ai reculé Olivier Aurillac d'un cran pour soulager un peu notre charnière centrale. Et puis et donc retirer un attaquant. On est passé en 4-3-3 avec nos 3 milieux dans l'axe, qui avait bien fonctionné à Laval et contre Istres. Donc c'était un choix purement tactique. Bon, petit aparté, pourquoi j'ai parlé de Doré? Parce que j'avais envie de te parler de ce joueur. Est-ce que c'est tout simplement pas ta meilleure recrue de l'intersaison? Tu nous l'as changé, enfin on nous l'a changé, c'est plus le même.
Ouais, mais il fait des choses incroyables. Moi, franchement, je suis pas surpris de ce qu'il fait. Maintenant, vous savez, c'est des joueurs qui sont jeunes, entre guillemets. Alors, effectivement, il a 23 ans, c'est pas si jeune que ça, mais il est jeune dans le milieu. Et il a subi aucune formation, c'est un joueur qui est arrivé directement d'Afrique. Et donc, il a besoin de ce temps d'acclimatation, ce temps de compréhension aussi. Le mode de fonctionnement d'un joueur professionnel, toutes ses exigences, tous ses devoirs. Et je pense qu'aujourd'hui il est en train de franchir des paliers dans tout ce domaine. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir de la confiance. C'est vrai que l'an passé on avait un duo Charbonnier-Giroud qui a bien fonctionné dès le début de saison, ce qui fait qu'il s'est retrouvé un peu dans l'ombre de ces deux joueurs-là. Et qu'aujourd'hui, je dirais, il est en train de gagner sa place, il est en train de montrer son vrai visage. Une métamorphose, quelque part. Son vrai visage. Et moi, je ne suis pas surpris. J'ai toujours dit et je l'ai toujours défendu, même quand je ne veux pas dire qu'il ne méritait pas d'être défendu, mais quand il a eu des mauvais moments, parce que je connais sa valeur, je sais de quoi il est capable. Et aujourd'hui, pour moi, il est juste en train de se remettre à niveau. Il faut savoir que l'an passé aussi, il avait quitté la fin de saison, enfin la saison d'avant, où il avait arrêté sur une pubalgie, il avait été arrêté 3 mois. Et donc c'est un grand gabarit, c'est un joueur qui a besoin d'être vraiment très très bien physiquement pour exprimer son potentiel. Et je pense que cette année, il a fait une bonne préparation. Et donc, je dirais, il est en train de récolter les fruits de son travail. Et ça me fait très plaisir parce que c'est un garçon qui est très très sensible. Et je peux vous dire que même s'il ne s'exprime pas beaucoup, il a été souvent très touché par le traitement de notre public à Jean-Bouin. Il a pas toujours bien vécu les choses, sans jamais s'en plaindre, mais il y a des regards qui en disent plus long que des paroles. Très bien. Le groupe, tu l'as choisi cette année, contrairement à l'année dernière où tu prends un effectif qu'on te donne, tu ne peux pas recruter. C'est plus simple de travailler comme ça. Est-ce que ça met un peu plus de pression ? Non, pas de pression. C'est pas mon genre. Tu as eu tous les joueurs que tu voulais ? Oui, tous les joueurs qui sont là sont des joueurs que j'ai souhaités, évidemment en collaboration avec Olivier Piqueux. Mais on avait ciblé un petit peu le profil de joueurs qu'on souhaitait. Alors là encore, évidemment, selon nos moyens, parce que c'est facile quand on a l'argent d'aller chercher entre guillemets les meilleurs. Nous, le fonctionnement, c'est d'essayer de prendre des joueurs dont on a envie, qui ont le profil et qui peuvent rentrer dans notre budget. Bon, alors avec une défense qui tient le coup, que tu peux remanier, avec une attaque qui va revenir au complet, qu'est-ce que tu peux viser avec cette équipe ? Je sais que la saison dernière, c'est le discours qu'on entend en général. Oui, parce que c'est l'objectif. On est quand même dans une Ligue 2 un petit peu améliorée. Elle est quand même, pour moi, elle me paraît, en termes de nom, encore plus ronflante que l'an passé. Donc nous, l'idée, c'est d'essayer de faire mieux que l'an passé, bousculer la hiérarchie. Parce qu'on est le 15e budget de Ligue 2 et il faut qu'on bouscule les pronostics. Ça me plaît, je crois que ça plaît à beaucoup de monde et un peu comme à Lens où tout le monde nous voyait perdants, tout le monde nous avait déjà mis 0 points et 3 points au Lensois. On a montré que même si on n'a pas le standing du RC Lens, on est aussi capable avec des moyens différents de constituer une équipe, une vraie équipe. Donc après, on ne s'est pas donné de limite parce que je crois qu'il ne faut pas s'en donner. Ce que j'ai dit aux joueurs, on doit avoir un objectif, c'est de faire mieux que l'an passé, mais on doit avoir l'ambition de dépasser cet objectif. Et ça me paraît important parce que ça veut dire qu'effectivement, on ne doit pas se satisfaire de ça. On doit avoir l'ambition de le dépasser et se donner tous les moyens pour. Alors les moyens, c'est le travail, c'est l'ambiance, c'est les mettre dans les meilleures conditions, c'est l'ambition individuelle qui doit pousser le collectif à obtenir les meilleurs résultats possibles. On revient sur la série de 3 défaites, des défaites qu'on a connues l'année dernière. Vous avez eu ce passage à vide, 10 matchs sans victoire. Ça t'a aidé dans ton appréhension du milieu, de ton métier d'entraîneur. Aujourd'hui, il y a des erreurs que tu ne recommettrais pas. Qu'est-ce que tu as changé par rapport à ça ? Non, l'expérience fait que on sait très bien qu'il faut arrêter cette spirale le plus vite possible, mais il suffit pas de le dire. Ce que j'ai dit aux joueurs, à un moment donné, mais je pense aussi que il faut aussi, ce que je disais tout à l'heure, il faut être capable de ne pas changer. Et l'an passé, je pense qu'à un moment donné, on a voulu changer
pas la méthode, mais le discours. Et je crois que sans rester borné et en étant capable aussi d'analyser et de se remettre en question, c'est important. Il faut aussi avoir foi en ce qu'on fait. Et je pense que là, après ces 3 défaites, franchement, j'ai pas douté. J'ai pas douté. J'ai dit de la saison dernière, t'as servi là. Oui, j'ai dit au président, autant l'an passé, on a eu une mauvaise passe à l'intérieur de laquelle on a eu des matchs qui étaient creux. Autant les 3 matchs où on a subi 3 défaites, j'avais pas le sentiment qu'on soit largué ou qu'on soit dans une période creuse ou que ce que je disais au président après cette défaite, j'ai dit j'arrive pas à être inquiet. J'arrive pas à être inquiet, je suis pas inquiet. Donc je sais pas quand ça va venir, mais ça va revenir. Ça me paraissait comme une évidence, surtout quand on sent que les joueurs sont derrière et qu'ils n'acceptent pas non plus le verdict, qui était effectivement sans appel. Mais il y a eu déjà une mobilisation. J'ai senti vraiment, plus tôt que l'an passé, ce côté un peu fédérateur des cadres, notamment, qui ont repris le... On a vu que Martin Fall en a parlé. Voilà, Martin, Olivier Auria, Greg Maliki, je ne vais pas te les citer parce que je vais en oublier, mais j'ai senti vraiment déjà sans être alarmiste, hein, mais... voilà, on avait montré... on ne veut plus revivre ça. Non, et puis on avait montré au cours des matchs de préparation et des 3 premiers matchs qu'on a effectués, on avait montré tellement de possibilités que on ne comprenait pas comme ça que d'un seul coup les résultats, comme si la réussite nous fuyait. Donc là aussi, il ne faut pas se cacher derrière ça, il faut en faire, je leur avais dit, un peu plus, un peu mieux, et il n'y a pas de raison que ça revienne pas. Donc l'idée, c'est toujours de croire en soi et d'essayer d'évacuer, je le dis parce que c'est un petit peu ça qui fait la différence, moi ce que j'ai vécu auparavant et dans le milieu professionnel, tout l'environnement, les ondes négatives qui peuvent tourner autour, et c'est mon rôle et le rôle du staff et des dirigeants justement de faire en sorte que ces ondes négatives ne rentrent pas à l'intérieur du groupe, parce qu'à partir du moment où le ver est dans le fruit, c'est déjà le début de la maladie. Donc il faut vraiment qu'on arrive à confirmer dans ce domaine-là et rester hermétique un petit peu à tout ce qui peut se dire en mal, parce que quand ça va pas, ça parle en mal. Et quand ça va bien, certaines fois, ça met des doutes. Ça parle en mal aussi parce que on va nous dire que c'est pas justifié, que c'est pas mérité, que ça aurait pu être mieux. Nous, il faut qu'on arrive à se blinder de tout ça pour qu'on puisse donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes. Il y a de la psychologie là-dedans. Est-ce que tu vas apprendre ça à Clairefontaine, au DEPF? Ça commence quand? Mais je pars dimanche là. D'accord. Je démarre de dimanche à mercredi soir la première session. Voilà. Ça va durer sur cette année 2 ans. Combien? Sur 2 ans. D'accord. 2 ans, donc c'est 4 jours par mois, hein, où je vais m'absenter. Donc en mon absence, on a déjà organisé mon remplacement. En fait, c'est Serge le disait, Patrice Sauvaget qui seront sur le terrain avec le groupe. Et voilà. J'ai pas de doute non plus là-dessus, pas d'inquiétude. J'ai entièrement confiance. C'est alors confiance évidemment dans ceux qui vont te remplacer. Et toi, une vraie envie. De toute façon, c'est une obligation de passer le DEPF. Bah oui, c'est une obligation parce que moi j'aime bien aussi être en règle avec le statut des règlements, notamment le statut des éducateurs. Donc il est important qu'à un moment donné, le coach qui soit sur le banc soit en possession du diplôme. C'était pas une volonté de ma part au départ parce que j'avais jamais envisagé de faire ça. Bon, à partir du moment où on me fait cette proposition et que dans le pactage il y a aussi le fait que je doive passer ce diplôme, à partir du moment où j'ai pris un engagement, je le tiens et je considère, quoi qu'il arrive, de toute façon que ce sera enrichissant. Qui sont les formateurs et avec qui tu vas partager les chambrées? Je vais retrouver Abdel Bouazama, mon ancien capitaine de Châtellerault, qui est aujourd'hui responsable du 19 à Saint-Étienne. Et puis les formateurs, il y aura, je pense, Philippe Bergerot, Francis Mérecky, et puis certainement d'autres encore. Et Ulrich Ramé sera avec toi? Oui. Rémi Garde, Pascal Gastien, Dominique Vélex, le pauvre qui n'est plus entraîneur d'Ajaccio après la première journée. Il y a Yann Lachuer, il y a des gens très intéressants avec qui aussi, et c'est important, on va pouvoir échanger et puis confronter nos fonctionnements
Donc c'est très enrichissant les échanges. Alors, on va revenir sur, tu parlais d'environnement tout à l'heure, il y a quelque chose qui t'avait un peu chagriné, je crois que c'était après le match de Guingamp, c'était la grève des encouragements des supporters. Alors cette année, il y a moins de monde dans les stades, c'est pas forcément uniquement dû aux horaires, il y a un papier dans l'équipe ce matin qui l'explique très très bien. Ça t'ennuie ça d'avoir moins de soutien de la part des supporters qui peuvent moins se déplacer? Si on parle de nos supporters à nous, moi je les comprends. Et là, c'est important que je puisse revenir dessus parce que j'ai pas pu m'exprimer si ce n'est à l'issue de la rencontre. Je comprends très bien leur mécontentement puisqu'on est aussi mécontent qu'eux. Il faut savoir que ça change notre préparation. On se retrouve à 11h le matin, on arrive au stade à 5h15. Donc nous, on n'est pas pour non plus ce changement d'horaire. Maintenant, on n'y est pour rien. Voilà. Et il faut que nos supporters comprennent que quand on va ailleurs, il n'y a pas de grève des encouragements. À Lens, il n'y avait pas de grève lundi soir. Et que je pense qu'ils se sont trompés de cible ce jour-là. Et en plus, n'étant pas au courant, on a été un petit peu surpris. On avait joué en plus 3 jours avant contre Nantes dans une ambiance magnifique. C'était génial. Il y a eu vraiment une communion avec le public. Moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et donc 3 jours après, on n'a pas très bien saisi, si ce n'est qu'une fois qu'on nous l'a expliqué, évidemment, on a compris. Mais je pense que la cible n'était pas la bonne parce qu'à partir du moment où les gens n'encouragent pas, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose par rapport à leurs revendications. Et 2, surtout, nous, on se sent un petit peu alone, quoi. Vous l'avez vraiment ressenti? Ah ouais, on l'a ressenti. En plus de ça, le but qu'on encaisse à la première minute n'a pas arrangé les choses parce que ça n'a fait que refroidir l'ambiance. Pourtant, il faisait chaud ce jour-là. Mais voilà, alors il n'y a aucun souci avec le supporter. Franchement, depuis que moi j'ai pris l'équipe et à des moments très difficiles, ils ont toujours été derrière nous, nous ont toujours soutenus. Donc, et je les en remercie. Il y en a encore qui étaient à Lens, compte tenu du voyage que c'était. Voilà, merci à eux. Et qui continuent à fonctionner comme ils le font. Mais c'est vrai que ce jour-là, on a été un petit peu surpris. Et on a eu l'impression d'être coupable de quelque chose dont on n'était pas à l'origine. Donc voilà, les choses sont bien claires maintenant. Il n'y a pas de souci avec eux, au contraire. Et qui viennent nous encourager, on a bien besoin d'eux. Est-ce que le meilleur moyen de remplir les stades, c'est tout simplement pas de jouer en haut du tableau? C'est vrai que l'horaire est pas bon, mais... voilà. C'est évident, mais ça, il faut savoir qu'il y a 20 équipes qui ont envie de la même chose. Alors nous, et là aussi, depuis le début de saison, même si on a perdu des matchs, j'ai jamais eu une seule fois l'impression, le sentiment qu'on n'avait pas tout donné. C'est certainement aussi pour ça que malgré nos défaites à domicile, je trouve que les gens ont été plutôt indulgents et tolérants. Maintenant, effectivement, pour que les gens viennent au stade, ils ont envie de nous voir là-haut, mais il faut qu'ils sachent que c'est difficile. Il y a du beau monde cette année et qu'on fait tout pour. On a envie, comme tout le monde, d'être le mieux classé possible, mais voilà, on a des opposants de taille. On parle un peu du mercato, il est terminé depuis, on enregistre mercredi, donc hier soir. Il était clos définitivement, autant au niveau des arrivées ou des départs, ou il pouvait y avoir quelques surprises? Non, on n'attendait aucune surprise, ni d'un côté ni de l'autre, en termes d'arrivée et de départ. Bon voilà, après si on nous avait fait une offre pour un joueur, évidemment qu'on aurait réfléchi, mais il n'était pas envisagé qu'on perde un joueur et qu'on en recrute un. Puisqu'on parle de transfert, on n'a toujours pas vu la destination de Karim Djelabi, qui apparemment n'a toujours pas de club. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, toi qui connais le joueur? C'est surprenant, non? C'est surprenant. Moi, je pensais qu'en ne re-signant pas chez nous, il avait déjà fait affaire avec un autre club. A priori, non. Je trouve ça surprenant par rapport à sa qualité. Je trouve qu'il pourrait apporter à bien des clubs. Maintenant, voilà, il a fait un choix. C'est son choix, c'est pas le nôtre. Notre choix, il était quand même de le conserver. C'était quand même notre volonté. Après, il a fait un choix qu'on respecte, que je respecte, même si évidemment sur le moment, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais c'était sa volonté aussi de vivre un nouveau challenge et pourquoi pas, puisque c'était quand même son ambition de jouer en Ligue 1, et je pense qu'il en a les qualités.
Maintenant, voilà, il faut respecter son choix. Je suis simplement déçu pour lui aujourd'hui qui se retrouve sans club parce que c'est un joueur qui est quand même d'un très très bon niveau. Donc maintenant, voilà, et quand on fait des choix dans la vie, après il faut, et même quand ils sont pas bons, puisqu'ils s'avèrent pas être le bon pour lui, il faut les assumer. Mais le connaissant, je sais que de toute façon il se prépare, il s'entretient et que j'espère pour lui qu'à la trêve, il va pouvoir renforcer un effectif. Son remplaçant, en l'occurrence Ibrahima Diallo, tu en es très content? Oui, il fait ce qu'on attendait de lui. Donc pour l'instant, il tient sa place, il tient son poste. Il nous montre des qualités de contre-attaquant que j'aime bien. Bon, voilà, après, on peut toujours faire mieux. Donc je vais pas dire que tout est parfait, mais pour l'instant, on est satisfait. C'est la trêve internationale, comment on l'occupe? Donc déjà on la vit bien quand on ressort de 2 victoires comme ça, une qualif, on le disait, pour les 16e de finale de Coupe de la Ligue. Vous êtes bien, vous êtes à 2 points du podium. Comment vous allez l'occuper là? Il y a des matchs amicaux, il y a du repos déjà? Il y a eu du repos puisqu'on reprend que demain l'entraînement. On est rentré mardi au petit matin à 6h, donc on avait besoin à la fois de récupérer du voyage et puis du match. Et ensuite, on va diviser le groupe en 2 parties, en 3 parties je dirais, parce qu'il y a des joueurs qui vont jouer avec la réserve, puisque la réserve a peu bénéficié évidemment de redescendre de pro depuis le début compte tenu de nos nombreux blessés. Donc ils vont jouer samedi avec la réserve pour certains. D'autres iront faire un tournoi en salle dimanche après-midi à Rouen. Et puis les autres, ceux qui sont blessés ou pas en super forme, on va s'attacher à les faire bien récupérer pour les avoir bien frais le lundi 17 septembre. Ouais, alors justement, ces 15 jours vont te permettre de récupérer tout le monde. Où on en est exactement? El Jadeiaoui n'était pas là. Socrier, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a exactement? Est-ce qu'il va revenir bientôt? Mais je pense que malheureusement sa blessure est plus grave que prévu. Donc voilà, il a un petit prolongement par rapport à ce qui était prévu. Donc, c'est quel type de blessure? Il semblerait qu'il y ait eu musculaire et il y ait eu une petite désinsertion du muscle, donc c'est pas bon. Maintenant, je pense que ce sera trop court pour le match du Havre. Maintenant, on a 4 matchs en 11 jours à cette période, donc s'il pouvait nous rendre service sur les 2 derniers, ça va être l'objectif. En ce qui concerne Diego Gomez, tout va bien. Il a repris, il a fait sa rentrée contre Lens. Maintenant, il lui manque plus que du temps de jeu. Donc on peut considérer qu'il fait partie intégrante de l'effectif, il postule. Pour l'Arbi El Jadaoui, on va le récupérer pour le Havre aussi. C'est quasiment une certitude. Malik Couturier est sur le bon chemin parce qu'il a repris à courir sans douleur. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle parce que voilà aussi un joueur qui a eu une pubalgie liée certainement aux 33 matchs qu'il a effectués la saison d'avant. Ça lui était pas arrivé. Et là, c'est vrai qu'il a été un des éléments essentiels sur notre bonne deuxième partie notamment. Ça va faire une solution en plus. Voilà, ça va faire une solution en plus. C'est bien agréable quand on connaît la valeur de Malik. Donc, il est sur le bon chemin, mais je pense que lui, il va lui falloir un petit peu de temps, rejouer un petit peu avec la réserve pour retrouver aussi du temps de jeu. Mais en tout cas, on est sur le bon chemin. Marc Zoro, vous lui avez donné un peu de fer? Marc Zoro, alors Marc Zoro, c'est quand même assez rare pour le souligner. Surmenage, manque de fer. Bon voilà, donc là aussi, c'était quand on a de l'effectif, c'est plus facile justement de protéger les joueurs pour ne pas les emmener dans des problèmes plus importants. Donc je pense que lui devrait aussi réintégrer le groupe sans problème. Jonas Pessali, là aussi, c'est pas de chance. Fissure sur ce garçon ou c'était vraiment, tu l'avais dans un coin non, c'est un garçon qui a vraiment du talent. Il a démontré des choses même à l'entraînement. Maintenant, voilà, on était prêt à lui accorder du temps parce que c'est un football différent, le football européen par rapport à ce qu'il faisait au Brésil. Mais c'est retardé l'échéance parce qu'un ménisque, là encore, dans la préparation, ça n'a absolument rien à voir. Il s'est fait ça sur une passe. C'est quand même incroyable. Il y a une fissure du ménisque sur une passe alors qu'il avait passé les examens quand il est venu, il n'y avait absolument rien. Voilà, manque de chance pour lui et pour nous. Mais bon, là aussi, il va reprendre à courir. C'est un garçon qu'on devrait, je pense, voir début octobre. Bon, les voyants sont quand même plutôt verts, non? Oui. Non, c'est pour ça qu'il faut qu'on se remplisse d'énergie pour bien démarrer, parce que là on a quand même 4 matchs en 11 jours à la reprise.
Donc il faut qu'on soit vraiment prêt, aussi bien physiquement que psychologiquement, à répondre à ce petit marathon, un marathon court, parce que c'est que sur 11 jours, mais on va avoir besoin de tout le monde. Et toi, pour parler de toi personnellement, c'est ta deuxième saison, tu es le même coach, tu as changé un peu Je sais pas, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. En tout cas, j'essaye de faire les choses toujours du mieux possible, hein, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de professionnalisme. Bien aidé, hein, et bien secondé en cela par mon staff. Hein, c'est important d'avoir un staff dont on sent qu'il a confiance et qui est là aussi pour m'encadrer. Je pense à Serge, le disait, hein, avec qui on échange beaucoup, et qui est là pour me prévenir de quelques éventuels pièges. Donc non, ça se passe bien. Après, sur ma façon de fonctionner, j'essaie d'être un peu plus exigeant, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a que par l'exigence qu'on obtient des résultats. C'est pas que je ne l'étais pas auparavant, mais du fait aussi de la qualité, de la quantité de l'effectif, je peux me permettre d'être un peu plus exigeant avec certains d'entre eux. Donc pour le reste, j'ai pas l'impression d'avoir changé ni la méthode ni le discours. Après, je vous dis, c'est difficile à moi de parler de moi. Contractuellement, tu avais signé 2 ans, donc ça veut dire que tu es en fin de contrat à la fin de cette saison. Les discussions ont déjà commencé. Oui, les discussions ont déjà commencé. C'est pas à moi d'en parler. Les dirigeants seront là pour en parler. J'espère finir l'année. Non, je plaisante, mais quand on voit comment ça se passe un petit peu partout, une situation qui pouvait être difficile la saison dernière. Oui, mais je crois que à ce moment-là, les dirigeants ont montré toute leur confiance qui m'accordaient, parce que c'était facile à ce moment-là de dire finalement c'est pas le coach qui nous convient. Moi, ce qu'ils savent et ce qui est important, c'est que moi je travaille pour le club. Hein. J'ai pas d'ambition de carrière. Je suis là d'abord pour travailler pour le SCO d'Angers. Parce que souvent c'est un discours, c'est mon club. Bon, moi j'ai été